Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki restent, à ce jour, la seule utilisation dans l'histoire d'armes nucléaires contre des cibles civiles, causant directement la mort de plus de 200 000 personnes. 5 jours plus tard, le Japon, une nation invaincue depuis plus de 2000 ans, a proclamé sa reddition, devenant pour la première fois une terre occupée par une puissance étrangère. Mais est-ce la véritable raison de leur reddition, ou d'autres facteurs ont-ils été négligés? Pourquoi le président Harry Truman croyait-il que l'usage d'une arme aussi dévastatrice était la seule manière de forcer le Japon à se rendre? Quel rôle a joué l'entrée en guerre de l'Union soviétique dans les décisions des principaux responsables japonais? Quels étaient les plans d'invasion américaine des îles principales du Japon si les bombes atomiques n'avaient pas suffi? Et combien de millions de civils japonais étaient prêts à sacrifier leur vie pour défendre leur patrie? Pourquoi le Japon a-t-il mis autant de temps à se rendre? Et comment un coup d'État militaire a-t-il failli prendre le contrôle total du palais impérial et menacer de détruire les plans de paix de l'empereur le jour même de l'annonce de la reddition? Pour comprendre les véritables raisons de la reddition du Japon, le sujet sera examiné sous différents angles pour dresser un tableau aussi clair que possible. L'introduction explore les rêves impérialistes du Japon, sa conquête rapide de l'Asie de l'Est et du Pacifique, qui, en moins d'un an, lui a permis de créer l'un des plus grands empires de l'histoire, gouvernant 20% de la population mondiale. Mais comment le Japon a-t-il pu réaliser cela? Et quelle idéologie le motivait? Comment un ancien code d'honneur samouraï, connu sous le nom de Bushido, a-t-il transformé la nation en un peuple de combattants endurcis, ne connaissant ni peur ni reddition, et justifiant le sacrifice de sa jeunesse dans des attaques suicidaires kamikazes ou banzées? Comment leur empereur divin a-t-il inspiré une loyauté inébranlable parmi ses sujets? Et comment cette idéologie les a-t-elle menés au bord de l'anéantissement total? Du point de vue américain, après 3 années de combats acharnés dans le Pacifique, leur flotte et leur puissance maritime étaient aux portes du Japon. Mais une décision cruciale restait à prendre. Comment mettre fin à la guerre contre un ennemi refusant de se rendre? Certains plaidaient pour des bombardements massifs des villes japonaises, d'autres pour l'opération Dawnfall, un plan d'invasion totale du Japon, tandis que d'autres encore misèrent sur une nouvelle technologie développée par des scientifiques américains travaillant sur un dispositif qui allait changer le monde. Le projet Manhattan, qui marquait l'entrée dans l'ère nucléaire. Enfin, l'analyse des discussions privées et des documents de l'époque révèle ce que les dirigeants japonais eux-mêmes ont dit pendant les derniers mois critiques de la guerre. En étudiant les réunions de l'empereur Hirohito et du Conseil suprême, composé de 6 hommes dirigeant son gouvernement, on découvre pourquoi ils ont refusé de se rendre pendant si longtemps, comment ils prévoyaient de mettre fin au conflit, et leur réaction face à la déclaration de guerre soviétique et aux bombardements atomiques. L'intervention sans précédent de l'empereur, exigeant que son gouvernement accepte les termes de reddition des Alliés, s'avéra essentielle pour sauver le pays de la destruction face au chef militaire fanatique du Japon, qui refusait toute concession. Depuis l'attaque de Pearl Harbor en 1941, le Japon semblait inarrêtable, enchaînant victoire après victoire dans le Pacifique, face à une opposition quasi inexistante des puissances coloniales européennes, occupées à contrer Hitler à l'ouest. Sous domination japonaise se trouvaient alors la Corée, la Mandchourie, ainsi que de vastes régions de Chine, Formose, Hong Kong, l'Indochine française, la Thaïlande, la Birmanie et la Malaisie. Dans le Pacifique central, le Japon régnait sur Singapour, les Philippines, Bornéo et les Indes orientales néerlandaises, tout en s'étendant vers le sud, en Nouvelle-Guinée et dans les îles Salomon. Mais leurs rêves impériaux furent brisés par l'éveil de la puissance industrielle américaine après l'attaque de Pearl Harbor. Transformant leurs industries en un véritable moteur de guerre, les États-Unis surpassèrent largement le Japon en production militaire, rendant leur victoire dans le Pacifique inévitable. La chute d'Okinawa en 1945 marqua la fin de la dernière ligne de défense japonaise. Bien que l'issue semblait scellée, l'idéologie profondément enracinée du Bushido, exigeant le sacrifice suprême plutôt que la reddition, influença la résistance acharnée des Japonais. La reddition finale du Japon, en août 1945, résulta d'une combinaison complexe de facteurs, parmi lesquels la pression nucléaire, l'entrée en guerre de l'Union soviétique et la détermination de l'empereur à éviter une destruction totale. Ce récit explore les forces en jeu et les choix déchirants qui mirent fin au conflit le plus meurtrier de l'histoire. L'académie militaire ne mettait pas l'accent sur l'entraînement militaire pratique, mais plutôt sur l'idéologie et la relation spéciale entre le corps des officiers et l'empereur. L'État-nation centré sur l'empereur exigeait la subordination totale de l'individu à une stratégie d'expansion territoriale agressive poursuivant un objectif collectif, établir un ordre mondial japonais. Ces ambitions présentaient 2 résultats possibles mais opposés, une victoire totale ou une annihilation complète. Les adeptes de cette idéologie étaient excessivement optimistes sur la première possibilité, mais avaient raison sur la seconde. Cette idéologie s'est emparée de l'élite militaire dirigeante du Japon et a atteint son apogée sous le règne de l'empereur Hirohito, qui monta sur le trône en 1926. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ces idées avaient imprégné tous les aspects de la société japonaise, chaque soldat étant désormais attendu pour sacrifier sa vie pour le Japon.
Le mot de reddition n'existait même pas dans le manuel de l'armée japonaise. Les forces japonaises choisissaient fréquemment de lancer des charges suicidaires, armées uniquement de baïonnettes et de lances, plutôt que de subir la honte de la capture. Les généraux, tout comme les samouraïs d'autrefois, étaient censés se faire seppuku en cas de défaite, conservant leur honneur en prenant leur propre vie. Ce refus de se rendre transformait les îles du Pacifique en scène d'anéantissement complet, les forces américaines étant souvent contraintes d'éliminer tous les soldats japonais, ce qui entraînait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts sur chaque île. Ceux qui ne rejoignaient pas les charges suicidaires tenaient bon dans des grottes et des bunkers souterrains, leur objectif étant de sacrifier leur vie pour infliger un maximum de pertes à l'ennemi. Les soldats japonais sur l'île d'Iwo Jima étaient rappelés à cette consigne: tuer 10 ennemis avant de mourir. Même les civils étaient tenus de suivre les lois du Bushido et de se suicider plutôt que de vivre sous occupation américaine. Sur l'île de Seppan, plus de 8000 civils choisissaient la mort en se jetant du haut des falaises, en dégoupillant des grenades ou en se noyant dans l'océan. Ceux qui hésitaient étaient parfois abattus par l'armée japonaise elle-même. Cette combinaison d'idéaux du Bushido et de nationalisme extrême avait créé une mentalité qui non seulement excusait, mais parfois même encourageait les atrocités. Pourtant, malgré tout leur fanatisme, les ambitions impériales japonaises n'ont pas été réalisées, les Japonais étant repoussés hors du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est jusqu'à leur territoire. Cependant, bien que les Américains se trouvent désormais aux portes du Japon, peu d'entre eux voulaient envisager une invasion terrestre. L'expérience des combats dans le Pacifique avait montré qu'une telle invasion serait l'une des campagnes les plus brutales et coûteuses de toute la guerre. Les décideurs américains, déterminés à préserver un maximum de vies américaines, cherchaient des alternatives pour forcer le Japon à se rendre et mettre fin à la guerre. Pour certains stratèges américains, bombarder les villes japonaises depuis les airs était la solution. Initialement, la politique des États-Unis prônait des bombardements de précision visant uniquement des installations militaires ou des infrastructures critiques pour minimiser les pertes civiles. Cependant, cette stratégie s'est révélée inefficace, les bombardements à haute altitude échouant souvent à causer des dégâts significatifs. En 1945, les Américains ont donc abandonné cette stratégie au profit d'attaques incendiaires nocturnes à basse altitude, ciblant spécifiquement les zones urbaines densément peuplées pour maximiser la destruction. Ces attaques étaient menées par le général Curtis LeMay, dont la mission était, selon ses propres mots, de réduire l'endroit en cendres. Le 9 mars 1945, une attaque nocturne sur Tokyo impliquant plus de 300 bombardiers B-29 a utilisé des bombes incendiaires remplies de napalm, un nouvel agent chimique. Ce raid a provoqué une tempête de feu d'une ampleur inégalée, détruisant 250 000 habitations, laissant plus d'1 million de personnes sans abri et tuant plus de 100 000 personnes. Ce fut le raid aérien le plus meurtrier de la guerre. Au cours des mois suivants, toutes les grandes villes japonaises ont été ciblées, causant la mort de 260 000 personnes et laissant 13 millions de sans-abri. Face à l'efficacité de ces attaques, les Américains ont même commencé à retirer les mitrailleuses défensives de leurs avions pour transporter davantage de bombes incendiaires. Malgré ces destructions massives, le gouvernement japonais continuait de refuser de se rendre. L'été 1945, l'Empire japonais était à genoux, ses villes bombardées, sa marine et son aviation détruites, et ses usines paralysées par le blocus américain. Cependant, comme en Allemagne, les bombardements seuls ne suffisaient pas à obtenir une capitulation. Une invasion terrestre semblait inévitable, bien qu'elle promette des pertes humaines effroyables des deux côtés. Face à cela, les Japonais ont préparé une défense totale, mobilisant l'ensemble de la population, y compris les civils et les enfants, pour combattre jusqu'à la mort. En parallèle, plus de 10 000 avions étaient destinés à des attaques kamikazes contre la flotte américaine. Ce sacrifice collectif était perçu comme un acte d'honneur et de loyauté envers l'empereur, ancrant davantage le Japon dans une guerre sans issue, qui menaçait leur patrie. En conséquence, le vice-amiral Anishi Takajo, commandant de la première flotte aérienne, organisa une unité d'attaque spéciale composée de pilotes volontaires prêts à agir comme des missiles humains, s'écrasant avec leurs avions chargés de bombes sur les navires américains. Ces attaques, connues sous le nom de kamikazes, furent introduites pour la première fois lors de la bataille du golfe de Leyte. Elles s'avérèrent extrêmement difficiles à contrer, car il fallait frapper et détruire entièrement l'avion par des tirs anti-aériens, donnant aux appareils atteignant leur cible un taux de réussite élevé. En moyenne, un pilote japonais sacrifié provoquait 10 pertes américaines. Cependant, seule une petite partie de ces avions kamikazes atteignaient effectivement leur cible, beaucoup manquant leur objectif et s'écrasant dans l'océan. Ceux qui atteignaient leur but infligeaient néanmoins des dégâts si dévastateurs à la flotte américaine que le haut commandement japonais jugeait leur utilisation justifiée. Ces attaques jouèrent ainsi un rôle croissant au fur et à mesure de la guerre, avec plus de 3000 pilotes kamikazes sacrifiant leur vie pendant le conflit. Pour les Japonais, ce sacrifice suprême pour leur empereur
Leur nation et leurs ancêtres représentaient un chemin vers la victoire et un moyen de prévenir une invasion américaine des îles principales. Étant donné les dommages causés par les kamikazes lors des campagnes précédentes, on estimait que jusqu'à 50% de la flotte d'invasion américaine pourrait être neutralisée avant même les débarquements. Pour les stratèges des deux camps, une chose était certaine, l'invasion du Japon serait catastrophique. Le conflit se prolongerait sur des années, faisant des millions de morts des deux côtés. Et même avec une invasion terrestre, rien ne garantissait que le Japon accepterait finalement de se rendre sans condition. Cependant, une troisième option allait bientôt émerger, inconnue des deux camps à ce moment-là. Le président américain allait recevoir des nouvelles du projet Manhattan, dirigé par le brigadier général Leslie Groves et le physicien J. Robert Oppenheimer à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Ce projet mobilisait 37 installations aux États-Unis et au Canada, avec près de 130 000 employés, pour un coût total dépassant 2 milliards de dollars, soit presque 1% des dépenses de défense américaines pendant la guerre. L'explosion, équivalente à 24 kilotonnes de TNT, embrasa le ciel désertique avec une boule de feu qui s'éleva à plus de 8 miles, 12 km, dans les airs, tandis qu'un rayon de lumière intense illumina les montagnes alentour. Oppenheimer, contemplant ce spectacle avec à la fois admiration et horreur, se remémora un passage du Bhagavad Gita indien. « Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Avec cette nouvelle arme en main, la question restait de savoir comment l'utiliser. Était-il moral de s'en servir? Devait-elle être dirigée uniquement contre des cibles militaires, ou les zones civiles pouvaient-elles également être visées? Ces décisions incombaient aux politiciens de Washington, en particulier au nouveau président des États-Unis, Harry Truman. À Potsdam, en Allemagne, Truman, Joseph Staline et Winston Churchill se rencontrèrent pour discuter de la division de l'Allemagne d'après-guerre et de la manière de mettre fin au conflit avec le Japon. C'est à cette conférence que Truman reçut la nouvelle du succès du test nucléaire. En collaboration avec Churchill et Chiang Kai-shek, Chine, Truman rédigea la déclaration de Potsdam, exigeant la reddition inconditionnelle du Japon sous peine de destruction rapide et totale. Cependant, après plusieurs jours, le Japon refusa de répondre, adoptant une politique de silence. Truman dut alors envisager d'utiliser la bombe atomique, convaincu que cela raccourcirait la guerre, sauverait des vies américaines et empêcherait l'expansion soviétique en Asie. Le 6 août 1945, à 8h15, la bombe Little Boy fut larguée sur Hiroshima, détruisant instantanément la ville et tuant environ 80 000 personnes. 3 jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe, Fat Man, fut larguée sur Nagasaki, causant des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Ces bombardements firent plus de 200 000 victimes, forçant finalement le Japon à se rendre. Maintenant favorables à une résolution diplomatique de la guerre, ils étaient en minorité face aux militaristes radicaux qui continuaient à dicter la politique du Japon. Les discussions de paix restaient clandestines et se concentraient sur des conditions irréalistes qui ne seraient jamais acceptées par les Alliés. Le gouvernement japonais était effectivement sous le contrôle de l'armée, et même si l'empereur Hirohito lui-même favorisait la reddition, il n'avait pas l'autorité légale pour l'imposer sans le soutien des principaux dirigeants militaires. La restauration de Meiji du XIXe siècle avait établi l'empereur comme le souverain divin du Japon. En théorie, l'empereur nommait désormais tous les membres supérieurs de l'armée et du gouvernement et dirigeait les forces armées japonaises en temps de guerre. En réalité, cependant, l'empereur n'était qu'une figure symbolique exerçant peu de pouvoir politique, se contentant de signer les décisions des responsables militaires et gouvernementaux sans apporter sa contribution. Lorsque l'empereur Hirohito accéda au trône en 1926, la politique japonaise était en proie au chaos. 4 ans après le début de son règne, avec le Shinto d'État s'étendant au sein de l'armée, celle-ci détenait presque un monopole total sur la culture et les politiques gouvernementales, réduisant au silence, souvent par assassinat, ceux qui osaient s'opposer à son influence. Au fil des décennies et avec le début de la Seconde Guerre mondiale, cette culture de la peur était devenue la norme, la politique militaire de pas de reddition sous aucune circonstance ne rencontrant aucune opposition. Ceux qui favorisaient la paix avaient soit été éliminés, soit été trop effrayés pour exprimer ouvertement leurs opinions. Pour les militaires, la paix n'était tout simplement pas une option envisageable, même durant les mois critiques de 1945, alors que le Japon faisait face à la famine, à une invasion et à une destruction nucléaire. La décision de capituler incombait au Conseil suprême pour la direction de la guerre, également connu sous le nom des Six Grands. Ces hommes allaient finalement décider du sort du Japon, un consensus unanime étant nécessaire pour qu'une politique de reddition soit acceptée. Les 4 membres militaires du Conseil étaient le ministre de la Guerre, Koreshika Hanami, le ministre de la Marine, Mitsumasa Yone, le chef d'état-major de l'armée, Yoshijiro Umezu, et le chef d'état-major de la Marine, Soemu Toyoda. Ces hommes s'opposaient fermement à la reddition et préconisaient la poursuite de la guerre, malgré des chances de victoire quasi inexistantes.
Ils envisageaient une bataille décisive sur le sol japonais, espérant infliger de lourdes pertes aux Alliés pour forcer des négociations de paix favorables. Le cinquième membre du Conseil, le Premier ministre Kantaro Suzuki, ancien amiral, reconnaissait la gravité de la situation du Japon et penchait vers une solution diplomatique pouvant préserver une partie de la souveraineté et de l'honneur nationaux. Cependant, Suzuki hésitait à défier ouvertement les ministres de l'armée et de la marine, s'alignant donc avec eux sur une position de non-rédemption. Le sixième et dernier membre, le ministre des Affaires étrangères Shigenori Togo, était le seul à ne pas avoir servi dans l'armée et le seul défenseur d'une paix négociée. Conscient des répercussions possibles, Togo restait discret dans ses opinions, préconisant des termes peu susceptibles de provoquer les ministres militaires. Le Conseil rapportait directement à l'empereur Hirohito, qui assistait personnellement aux réunions pour observer les délibérations. Bien que son opinion ait une grande influence, l'empereur s'exprimait rarement, se limitant à approuver les propositions formulées par le Conseil. À la demande de l'empereur, son conseiller le plus proche, Kwashi Kido, gardien du sceau privé, assistait également aux réunions. Kido servait d'yeux et d'oreilles de l'empereur, observant les délibérations et tenant l'empereur informé des décisions. Bien qu'il puisse transmettre les préoccupations et opinions de l'empereur, Kido n'avait pas le pouvoir d'influencer directement les décisions. Même après le bombardement incendiaire de Tokyo, qui laissa la ville en ruine et fit plus de 100 000 morts, la détermination japonaise restait inébranlable, avec Radio Tokyo diffusant des messages confiants à la nation. Le grand ciel est protégé par des défenses de fer. Pour les jeunes et les vieux, c'est le moment de se lever. Nous sommes chargés de l'honneur de défendre la patrie. Allez, avions ennemis, venez encore et encore. Cependant, bien que les médias projetaient un message de confiance, des fissures commençaient à apparaître, des doutes émergeant tant au sein du gouvernement que dans le Conseil suprême quant à la capacité réelle du Japon à poursuivre la guerre beaucoup plus longtemps. Face à cette situation désespérée, le Premier ministre Suzuki ordonna au secrétaire du cabinet, Sakomizu, de rédiger discrètement une étude des dernières ressources du Japon pour évaluer les chances de victoire. En réunissant des experts militaires et civils de toutes les industries vitales, le rapport Sakomizu révéla l'ampleur de l'effondrement économique imminent du Japon, avec des conclusions bien pires que prévues. Combiné avec la plus faible récolte de riz depuis près de 50 ans, le gouvernement japonais avait commencé à transformer les glands en nourriture. La ration alimentaire quotidienne officielle de 1500 calories n'était plus respectée, la population moyenne ne consommant que 500 calories par jour, soit 2/3 en dessous de la norme japonaise minimale. Ceux vivant en ville, loin des terres fertiles, souffraient le plus, des millions d'entre eux se rendant à la campagne chaque dimanche pour troquer leurs bijoux, meubles et tout ce qu'ils possédaient contre des patates douces, des légumes et des fruits. Le rapport Sakomizu, présenté au Conseil suprême le 12 mai, avait des implications accablantes qui surprirent la plupart des membres. L'amiral lyonnais proposa une suggestion qui, une semaine plus tôt, lui aurait valu une expulsion immédiate du Conseil. Le rapport, si accablant et révélant une position japonaise si faible, le poussa à suggérer que le Japon demande à la Russie de servir de médiateur pour mettre fin à la guerre. Le sujet interdit de la paix était enfin sur la table. Le rapport Sakomizu offrit le prétexte nécessaire pour entamer les discussions sur la reddition. Bien que les discussions sur la paix fussent désormais possibles, les membres du Conseil s'accordèrent pour garder ces débats strictement confidentiels, particulièrement pour éviter que les forces armées ne la prennent, de peur que cela ne mine leur morale ou n'entraîne un coup d'État contre le Conseil lui-même. Des pays comme la Suisse, la Suède, la Chine et même le Vatican furent envisagés comme médiateurs, mais le Conseil conclut que ces canaux mèneraient uniquement à une demande alliée de reddition inconditionnelle. Le chef d'état-major de l'armée, Umezu, voyait l'Union soviétique comme la meilleure option pour le Japon, une opinion partagée par le ministre de la guerre, Hanami. Il croyait que les soviétiques préféreraient une position japonaise forte après la guerre pour servir de tampon entre leurs territoires asiatiques et les États-Unis. Grâce à une médiation soviétique, ils espéraient éviter une reddition inconditionnelle et mettre fin à la guerre à leurs conditions. Malgré cela, Suzuki, le Premier ministre, prit le parti des généraux, croyant que Staline ferait tout pour les aider si on le lui demandait. Togo, réalisant que l'armée ne négocierait qu'à travers les Russes, capitula et accepta de rédiger un mémorandum destiné aux Soviétiques. Ce document soulignait que l'Union soviétique devait sa victoire sur l'Allemagne à la neutralité japonaise et que cela serait avantageux pour elle d'aider le Japon à maintenir sa position internationale. Le message fut envoyé à Moscou et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hirota, fut chargé de rencontrer l'ambassadeur soviétique Yakov Malik pour discuter de la proposition. Cependant, les espoirs d'une médiation soviétique furent rapidement anéantis. Le 6 juin, les chefs militaires soumirent un document intitulé « Politique fondamentale à suivre désormais dans la conduite de la guerre », réaffirmant leur intention de combattre jusqu'au bout sur les rivages japonais, en dépit des conditions désespérées. Le ministre des Affaires étrangères, Togo, furieux de ne pas avoir été consulté, avertit que cette décision entraînerait la destruction totale du Japon.
Mais il n'obtint aucun soutien, et la résolution fut adoptée. Le 8 juin, lors d'une conférence impériale, l'empereur Hirohito approuva officiellement la résolution, bien qu'il exprimât discrètement ses préoccupations auprès de son conseiller, Kido. Ce dernier, horrifié par la décision et convaincu de la nécessité de trouver une solution pacifique, élabora un plan pour impliquer directement l'empereur, estimant que lui seul pouvait s'opposer aux militaires. À partir du 22 juin, Hirohito prit une mesure sans précédent en convoquant le Conseil suprême pour demander qu'une paix soit envisagée, ouvrant la voie à des négociations, bien que les tentatives auprès de l'Union soviétique restèrent infructueuses. Dans l'attente d'une réponse soviétique, les dirigeants militaires finalisaient leur plan de défense du territoire, notamment l'opération Ketsugo, mobilisant 10 000 avions pour des attaques kamikazes et 2,5 millions de soldats pour résister à un éventuel débarquement américain. Si toutes ces défenses échouaient, les civils japonais, y compris les hommes de 15 à 60 ans et les femmes de 17 à 40 ans, seraient enrôlés dans une ultime tentative de défense nationale. Les hommes âgés de 17 à 45 ans, ainsi que les femmes, étaient censés prendre toutes les armes qu'ils pouvaient trouver pour lutter contre les Américains. Un porte-parole militaire montra même à Suzuki une exposition d'armes que la population était censée utiliser pour se battre, comprenant des fusils à canon rayés à chargement par la bouche, des bâtons de bambou transformés en lances, empilés à côté d'arcs et de flèches des époques féodales. Les Japonais étaient résolus. Si une invasion terrestre devait avoir lieu, ils infligeraient le plus de dégâts humainement possible contre les forces américaines. Les négociations avec l'Union soviétique étaient toujours en panne et les responsables militaires finalisaient leur plan de défense pour l'île principale. Le matin du 27 juillet, les Japonais reçurent pour la première fois la nouvelle de la déclaration de Potsdam, qui définissait les conditions selon lesquelles les Alliés accepteraient la reddition du Japon. Togo, ayant reçu la nouvelle en premier, la porta directement à l'empereur et suggéra de traiter la déclaration avec prudence. Cependant, l'amiral Toyota la rejeta complètement et suggéra qu'une déclaration officielle soit immédiatement publiée, indiquant que le gouvernement considérait la déclaration comme absurde et qu'il ne l'accepterait pas. Les débats sur la façon de répondre eurent lieu, mais tous les membres du Conseil suprême s'accordèrent sur le fait que la proclamation devait être annoncée dans les journaux. L'armée prônait un rejet officiel de l'ultimatum, mais Suzuki plaida pour plus de prudence, préférant l'ignorer simplement. Finalement, un compromis fut trouvé et une version modifiée de la déclaration fut publiée, bien qu'elle dût être diffusée sans commentaires ni critiques supplémentaires. Cependant, le lendemain, les journaux ignorèrent complètement les instructions du Conseil et publièrent la déclaration accompagnée de titres provocateurs la qualifiant de question risible. L'Asahi Shimbun déclarant que, depuis que la déclaration conjointe des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de Chungking n'avait aucune importance, elle servirait simplement à renforcer la détermination du gouvernement à poursuivre la guerre avec fermeté jusqu'à une conclusion réussie. Ces déclarations provocatrices obligèrent le Conseil à déclarer publiquement sa position, le Premier ministre Suzuki faisant une déclaration officielle. La proclamation de Potsdam, à mon avis, n'est qu'un réchauffé de la déclaration du Caire et le gouvernement ne la considère donc pas comme importante. Nous devons la moquer. C'était une déclaration soigneusement formulée pour ridiculiser les conditions alliées sans les rejeter explicitement. Cependant, bien que Suzuki ait voulu que le terme moquer soit interprété comme la phrase anglaise « no comment », pour laquelle il n'y avait pas de traduction directe en japonais, les Américains prirent une traduction plus littérale. Moquer signifiait simplement « tuer par le silence », ce qu'ils prirent comme un rejet complet de la déclaration de Potsdam. Comme le titre du New York Times le disait le 30 juillet, le Japon rejette officiellement l'ultimatum de reddition alliée. À l'insu des Japonais, la déclaration de Suzuki scellait le destin de Hiroshima et Nagasaki. Malgré les intentions de Suzuki de tourner la situation en dérision pour les Alliés, leur ultimatum avait été ridiculisé par la presse japonaise et rejeté en bloc par leur Premier ministre. Les bombes nucléaires seraient désormais utilisées pour forcer le Japon à capituler. Cependant, leur ambassadeur à Moscou, et Sato, n'apporteraient pas les nouvelles qu'ils espéraient. Après 5 jours de retard, le gouvernement soviétique rejeta la demande de l'empereur pour l'envoi du prince Kono en tant qu'envoyé spécial. Un message clair. Les soviétiques n'avaient aucun intérêt à négocier au nom du Japon. Avec ses pensées précédentes confirmées, l'ambassadeur Sato envoya un message à Tokyo pour tenter de les persuader que l'Union soviétique n'avait aucune intention d'aider. Je crois que Staline estime qu'il n'est absolument pas nécessaire de conclure un accord volontaire avec le Japon sur ce point. Je vois un grave écart entre votre vision et la réalité. Mais même après cela, les dirigeants japonais étaient incapables de faire face à la réalité et croyaient que l'Union soviétique finirait par les aider. Ce serait une erreur fatale. Tout le monde écouta. Les formalités étant réglées, Suzuki demanda alors à chaque membre du Conseil suprême de faire une déclaration. Togo fut le premier à prendre la parole et, comme lors de toutes les précédentes réunions, insista sur le fait que la déclaration de Potsdam devait être acceptée tant que le système impérial pouvait être préservé,
et que toute tentative d'insister sur des conditions supplémentaires pourrait compromettre l'ensemble du processus de paix. L'amiral lyonnais acquiesça et déclara « Je suis d'accord avec le ministre des Affaires étrangères Togo ». L'acceptation par Yané de la proposition en une seule condition mit en colère Anami, qui cria « Je m'oppose aux opinions du ministre des Affaires étrangères ». L'armée, dit-il, ne pourrait se rendre à moins que les Alliés ne permettent au Japon de démobiliser ses propres troupes, de juger ses propres criminels de guerre et de ne pas permettre une force d'occupation alliée. Avec des larmes coulant maintenant sur ses joues, le ministre de la guerre supplia encore une fois qu'il y ait une dernière bataille décisive sur le sol national. Je suis sûr que nous pourrions infliger de grandes pertes à l'ennemi, et même si nous échouons dans cette tentative, nos 100 millions de personnes sont prêtes à mourir pour l'honneur, glorifiant les actes de la race japonaise dans l'histoire. Soutenu par Umzu, qui se leva et déclara que, bien que l'entrée des soviétiques dans la guerre fût défavorable, cela ne changeait rien au plan de combattre sur le sol national, il était inacceptable de se rendre sans condition alors que tant d'hommes avaient donné leur vie pour l'empereur. Umzu accepterait la déclaration de Potsdam, dit-il, seulement si les 4 conditions supplémentaires étaient acceptées. Hiranuma fut le suivant à prendre la parole, présentant un aperçu détaillé de la situation désastreuse du Japon. Les bombardements incessants, la destruction de nos infrastructures de transport, notre incapacité à riposter, les pénuries alimentaires, l'entrée des soviétiques dans la guerre, et surtout, la bombe atomique, rendent la poursuite de la guerre quelque chose qui ne ferait que prolonger les souffrances de notre peuple. Après 2 heures de débat, et alors que la nuit était bien avancée, le Conseil était toujours dans l'impasse. Suzuki se leva pour s'adresser directement à l'empereur. Nous avons discuté de cette question pendant de nombreuses heures sans parvenir à une conclusion. La situation est en effet grave, mais pas un instant n'a été passé en vain. Nous n'avons pas de précédent, et je trouve cela difficile à faire, mais avec le plus grand respect, je dois maintenant demander à l'empereur d'exprimer ses souhaits. Les autres membres du Conseil étaient choqués, mais lorsque Suzuki retourna à son siège, l'empereur se leva lui-même pour s'adresser aux hommes devant lui, qui se levèrent tous immédiatement et s'inclinèrent dans sa direction. Avec de l'émotion dans la voix, Hirohito déclara « J'ai réfléchi sérieusement à la situation qui prévaut à la maison et à l'étranger, et j'ai conclu que continuer la guerre signifie la destruction pour la nation et une prolongation du sang et de la cruauté dans le monde. Je ne peux supporter de voir mon peuple innocent souffrir plus longtemps. Mettre fin à la guerre est la seule manière de restaurer la paix mondiale et de soulager la nation de la terrible détresse dont elle est accablée. On m'a dit par ceux qui prônaient la poursuite des hostilités que d'ici juin, de nouvelles divisions seraient placées dans des positions fortifiées pour être prêtes à repousser l'envahisseur lorsqu'il tenterait de débarquer. Nous sommes maintenant en août et les fortifications ne sont toujours pas terminées. Ceux qui disent que la clé de la survie nationale réside dans une bataille décisive sur le sol national oublient que les plans ont toujours été en décalage avec la réalité. Néanmoins, le temps est venu où nous devons supporter l'insupportable. Je ravale mes larmes et donne mon aval à la proposition d'accepter la proclamation alliée sur la base des termes exposés par le ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'Hirohito eut fini de parler, chaque homme dans la pièce avait des larmes aux yeux. Beaucoup pleuraient de manière incontrôlable, leurs bras tendus devant eux, penchés en avant sur la table. Suzuki, aux côtés de ses ministres, se leva alors et déclara « J'ai respectueusement écouté les paroles gracieuses de Sa Majesté. La décision de Sa Majesté doit désormais être prise comme celle de cette conférence. » Bien que l'empereur n'ait pas de pouvoir légal pour imposer ses souhaits, son discours avait de fait pris la forme d'un ordre, et pour les ministres japonais loyaux, il n'y avait désormais plus d'autre option que d'accepter sa décision. Tous les hommes présents, même Anami et les ministres de la guerre, donneraient maintenant leur approbation pour accepter la déclaration de Potsdam sous la seule condition que la position de l'empereur soit maintenue. Cependant, même avec l'expression des souhaits de l'empereur, le processus de reddition ne serait pas facile. La première étape fut d'informer les Américains de leur décision, le ministère des Affaires étrangères envoyant 2 câbles ce matin-là, l'un envoyé à la Suède et l'autre à la Suisse. Une tentative par des membres fanatiques de l'armée d'empêcher son annonce musique. Malgré l'ordre de l'empereur de mettre fin à la guerre, Anami et d'autres membres de l'armée commençaient déjà à avoir des doutes. Approchant Umzu, le ministre de la guerre, il lui demanda « Croyez-vous que la guerre devrait être poursuivie, même au risque de lancer un coup d'État ?» La réponse d'Umzu fut ferme « Non, c'est impossible car la décision de Sa Majesté l'Empereur a déjà été prise. Lancer un coup d'État en totale défiance de la décision de l'Empereur provoquerait, tout d'abord, une division au sein des cercles militaires. De plus, la nation ne nous suivra pas. Il n'y a plus rien à faire maintenant, si ce n'est de se conformer à la décision de l'empereur. » Bien que cela ait été suffisant pour convaincre Anami de rester loyal envers l'empereur, un certain nombre de ses partisans, dirigés par le major Kenji Hatanaka, ne purent pas faire preuve de la même retenue. Après avoir échoué à obtenir le soutien d'Anami, Hatanaka passa les jours suivants à planifier un coup d'État de son propre chef,
ne voyant d'autre choix que de mettre ses plans en action lorsqu'il apprit que l'empereur allait enregistrer et diffuser un discours annonçant la reddition du Japon. Le plan de Hatanaka se mit en mouvement juste avant 23 heures, lorsqu'il arriva sur le terrain du palais, au centre de Tokyo, avec l'intention de trouver et détruire toutes les copies du discours de l'empereur avant qu'elles ne soient diffusées au public. L'empereur lui-même, s'étant retiré dans l'annexe à bain, avait judicieusement ordonné que les 2 seules copies de l'enregistrement soient cachées au cas où l'armée tenterait de les détruire, les plaçant dans un petit coffre-fort au 2e étage du ministère des Affaires intérieures. Passant devant l'annexe à bain, Hatanaka et ses associés se dirigèrent vers le bureau du lieutenant-général Teshimori, le commandant des gardes impériaux, dont le soutien serait essentiel si Hatanaka voulait prendre le contrôle des lieux. Lorsqu'il arriva au bureau de Mori, Hatanaka fut frustré de constater que le vieux général n'était pas disposé à trahir l'empereur. Il en sortit donc son pistolet et tira dans la tête de Mori. Prenant le sceau du général, Hatanaka l'utilisa pour émettre un ensemble d'ordres falsifiés aux gardes du palais. Juste après 1h30 du matin, il leur ordonna d'occuper les lieux et d'imposer un confinement total. En quelques minutes, toutes les portes du complexe furent fermées, piégeant l'empereur et tous les autres à l'intérieur, tandis qu'Hatanaka envoyait des groupes de recherche pour trouver et détruire les enregistrements cachés. Hatanaka et ses hommes nourrissaient également une haine envers les conseillers de l'empereur, comme Togo Suzuki et Kido, qu'ils croyaient avoir induit l'empereur en erreur en le poussant à choisir la paix. L'assassinat de ces hommes devenait un objectif secondaire pour les rebelles. Kido, qui dormait dans le ministère de la maison impériale, était le plus menacé. Il réussit à échapper aux insurgés en se déguisant en médecin avant de se rendre dans un coffre-fort souterrain où il se verrouilla à l'intérieur pour le reste de la nuit. Un autre groupe de rebelles fut envoyé chez le Premier ministre Suzuki, qui ne survécut que grâce à un avertissement de dernière minute de son collègue Sakam Mizu. Croyant que Suzuki était à l'intérieur, les rebelles fermèrent les portes et mirent le feu à la maison, maintenant les pompiers qui arrivaient sous la menace pour qu'ils ne puissent pas éteindre les flammes. Suzuki, ayant échappé de justesse à la maison 1 minute plus tôt, réussit à s'échapper, mais sa vie serait encore menacée pendant le reste du mois. Il serait placé sous protection policière et devrait passer chaque nuit dans un lit différent. Les conspirateurs se tournèrent ensuite vers leur prochain objectif, le baron Kiro Hiranuma, pour son rôle dans le processus de paix. Il réussit également à s'échapper par son jardin, juste quelques minutes avant que les soldats n'incendient sa maison. Au palais, les choses commençaient à se gâter pour Hatanaka. Non seulement il avait échoué à trouver les enregistrements, mais l'armée du district et la plus grande force militaire de la région avaient eu vent du coup d'État et envoyaient maintenant des soldats pour y mettre fin. Certains rebelles cherchèrent du soutien auprès du ministre de la guerre, Hanami, le plus ardent opposant à la reddition et un homme qu'ils pensaient sûrement soutenir leur cause. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à sa résidence près du bâtiment du Diète, ils le trouvèrent préparant à se donner la mort. Incapable d'écouter le discours de reddition de l'empereur qui allait être diffusé plus tard dans la journée et voulant restaurer son honneur, Hanami avait décidé de suivre les pas de ses ancêtres samouraïs en commettant le seppuku, se tranchant le ventre avec une petite lame. Hanami, le 2e homme le plus puissant du Japon et le plus grand opposant à la paix, se donna la mort alors que le soleil se levait sur Tokyo à 4 heures du matin ce jour-là. Le message qu'il laissa disait simplement « Par ma mort, je m'excuse humblement auprès de l'empereur pour le grand crime ». Personne ne savait si le crime en question faisait référence à la perte de la guerre ou à sa supposée implication dans le coup d'État. Après avoir échoué à trouver les enregistrements de l'empereur ou à assassiner des cibles majeures, la rébellion de Hatanaka commença à s'effondrer. Ayant appris la rébellion, le général Shizui Tanaka, commandant de l'armée du district, se rendit personnellement sur le terrain du palais et réussit à convaincre les soldats rebelles de rentrer chez eux. Le coup d'État ayant complètement échoué à 8 heures du matin, Hatanaka chercha désespérément à expliquer ses actions au peuple japonais, d'abord en tentant d'envoyer sa propre diffusion depuis la station de radio NHK, puis, lorsque cela échoua, en roulant dans les rues de Tokyo sur une moto, jetant des tracts expliquant ses motivations. À 11h20, avec la nuit de chaos désormais terminée, Hatanaka retourna au palais impérial et se donna la mort à ses portes, seulement 40 minutes avant que le discours de l'empereur ne soit diffusé au pays. Bien que le coup d'État ait échoué, il révéla jusqu'où l'armée était prête à aller pour éviter la reddition. La nuit avait presque fini par un assassinat de Kido, Suzuki et Hiranuma, et si Hatanaka avait réussi à voler les enregistrements, cela aurait bien pu retarder encore plus le processus de paix et entraîner la perte de milliers de vies supplémentaires. Avec l'échec du coup d'État et l'enregistrement intact, le discours de l'empereur fut diffusé au pays le 15 août à 12h. Partout au Japon, soldats et civils, jeunes et vieux, se rassemblèrent pour entendre la voix de leur leader divin pour la première fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Odyssée d'Histoire pour ne rien manquer de nos prochaines explorations sur l'histoire ancienne. Votre soutien est précieux et nous aide à partager toujours plus de récits fascinants. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.